Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de D'Éclat de vie, le podcast de la FENVAC. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de la FENVAC à la maison, au 22 rue du Caire, dans le 2e arrondissement de Paris. Je suis aujourd'hui accompagnée de la présidente de la FENVAC, Sandrine Tricot. Bonjour Sandrine. Bonjour Avril. Et de Oumaima Daman, qui est juriste à la FENVAC et donc qui est ma collègue. Bonjour Oumaima. Bonjour. À quoi ça sert finalement de se réunir en association ? L'une des premières choses qui m'a été dite quand j'ai adhéré à la FENVAC, c'est que les victimes, on ne se choisit pas. C'est-à-dire que quand un drame survient, que ce soit un accident collectif ou un attentat, on n'a pas choisi les gens avec lesquels on va avoir un accident ou avec lesquels on est dans une salle de concert, dans un magasin, sur un marché Noël. On ne s'est pas choisi. Pourtant, ce drame va nous réunir dans une intimité, dans un moment de vulnérabilité énorme, où finalement, là, on est le plus fragile. Dans ce qui nous touche, dans ce qui nous heurte le plus profondément dans notre chair. On est presque à nu, d'un point de vue imaginaire, on est à nu face à des gens qu'on ne connaît pas. Donc forcément, ça crée une proximité, déjà de fait. Ce lien, il va s'intensifier avec le temps. Ça permet de créer un cadre fédérateur pour les victimes. Elles se sentent plus légitimes, plus représentées quand elles sont regroupées. Donc ça permet aussi de ne pas se sentir isolé, de ne pas se sentir à l'abandon, mais aussi d'être un interlocuteur pour les pouvoirs publics, de prendre un peu plus de place aussi par rapport à la procédure pénale, et de se sentir acteur dans cette procédure, donc de contribuer à la manifestation de la vérité, à ce que justice soit faite de manière vraiment concrète. S'ils peuvent se constituer par la suite aussi partie civile, ça permet de vraiment faire des demandes d'actes, de demander aussi la confrontation de certains mises en examen ou autres. Donc vraiment, ça leur permet d'avoir un rôle actif dans la procédure. Face à une compagnie aérienne, par exemple, face à des assureurs, forcément, ils vont se débattre. Et donc, il va falloir beaucoup d'énergie et que l'énergie, forcément, dans le temps, c'est difficile. On a des hauts, on a des bas. Quand on est un collectif, quand on est à plusieurs, forcément, il y en a toujours un qui va prendre le relais. Le collectif est toujours plus fort. À la Fédération, on a l'habitude d'accompagner les victimes dans la création d'associations pour représenter le drame qu'elles ont vécu. On peut aussi séquencer ces intérêts par période. Un des premiers éléments auxquels les victimes sont confrontées, par exemple les médias. Qu'est-ce que le fait de se créer en association, de se regrouper en association peut apporter d'un point de vue médiatique et dans la relation qu'on a avec les journalistes ? Il y a une effervescence souvent médiatique qui est importante, on est mis en lumière. C'est parfois même difficile de gérer cette mise en lumière tellement elle peut être intense en fonction des drames. Voir camper les journalistes devant chez soi, être poursuivi pour une interview, harcelé de coups de téléphone, parce que on veut absolument ce jour-là vous interviewer, même si vous psychologiquement vous n'êtes pas prêt à donner cette interview. C'est plus facile en fait d'être en contact avec les médias, j'imagine, quand on a une association, parce qu'il y a un président et normalement on médiatise déjà la création de l'association assez rapidement pour qu'il puisse prendre contact avec le président si jamais il y a des nouveautés ou des informations concernant la procédure, ou que ce soit la procédure pénale ou aussi indemnitaire. Donc ça permet d'avoir un lien, on va dire,
privilégiée avec ce président-là. Et du coup, l'association, elle peut s'exprimer de manière libre et éclairée sur ce qui la dérange, sur ce qui n'avance pas, sur les choses qui lui semblent un peu compliquées ou bloquantes. Donc ça permet d'avoir un contact privilégié du côté de l'association, mais aussi du côté des médias, c'est-à-dire d'avoir un contact avec le président directement. Et donc de pouvoir également faire passer certains messages réfléchis, concrets, qui ont été décidés en association auprès de toutes les victimes qui ont adhéré à cette association. Oui, normalement l'association elle représente plutôt l'ensemble des victimes, donc les décisions prises sont prises de manière collégiale, de manière commune, donc c'est pour porter la voix de toutes les victimes. D'accord. Et donc j'imagine que le fait de se réunir en association permet également de désigner des porte-paroles à qui on va pouvoir donner un champ lexical ou certains éléments de communication pour pouvoir prendre la parole en public ou dans les médias et représenter au plus près la réalité des victimes et de ce qu'elles traversent. Oui, généralement c'est le rôle un peu du président. Après, s'il n'est pas forcément à l'aise ou s'il se sent pas de tenir ce rôle-là, ça peut revenir aussi au vice-président ou au secrétaire général. C'est des fonctions qui sont un peu attribuées en amont quand on constitue l'association en tant que telle. Mais oui, ça permet encore une fois de porter la parole de l'ensemble des victimes. La personne ne s'exprime pas en son nom personnel, mais au nom de toutes les victimes de manière collective. Et donc le fait de s'exprimer au nom de toutes les victimes, le poids que ça donne de se rassembler comme ça et de parler au nom de toutes les personnes touchées par l'événement, est-ce que ça a vraiment un impact sur la suite ? Oui, c'est beaucoup plus important, on va dire, quand c'est une collectivité, un groupe de personnes qui dénoncent quelque chose que quand c'est des personnes de manière individuelle, de manière isolée. C'est pour ça que justement on recommande aux personnes de s'associer et de se regrouper plutôt en association et en collectif le plus rapidement possible. Parce que ça permet de débloquer des choses, on va dire, de manière plus rapide. Et du coup, j'imagine que ce qui s'applique à la communication auprès des médias peut s'appliquer aussi dans les actions qui vont être menées en cas de besoin pour faire reconnaître les victimes et leurs droits. Est-ce que tu as des exemples d'actions collectives menées par des associations que la FENVAC a accompagnées qui ont pu faire changer finalement un peu à leur niveau le cours de l'instruction ou de l'histoire qu'elles ont vécue à travers leur drame? Alors, en soi, oui, effectivement, ils peuvent impacter aussi, comme on a dit au début, le cours un peu de la procédure pénale. Ça a été le cas, par exemple, pour le crash aérien de Sharm el-Sheikh, qui a eu lieu en 2004, et où l'association constituée, grâce à l'aide apportée par la FENVAC, a pu condamner même l'État parce qu'il y avait une certaine inertie de la justice, il n'y avait pas d'avancée majeure, et du coup, récemment, on a su qu'il y avait un procès qui va débuter en novembre 2025, donc ça montre bien que ça peut impacter les choses. Aussi, je pense au côté indemnitaire. Des fois, on a vu des exemples d'associations qui ont réussi à négocier des accords cadres d'indemnisation, comme c'est le cas, par exemple, pour Trévis. Voilà, c'est une explosion qui a eu lieu en 2019 et grâce au travail des deux associations qui ont été accompagnées par la FENVAC aussi dans leur création, elles ont pu négocier un accord cadre d'indemnisation. Et ça, c'est quand même une avancée majeure parce qu'elles ne sont pas obligées d'attendre à ce qu'il y ait un procès pour que les victimes puissent être indemnisées. Et justement, en parlant de procès, dans la création d'associations, est-ce que la préparation au procès et aux différentes étapes du procès est travaillée ? Comment ça se passe ? Du coup, je pense à un exemple concret. Ça a été le cas pour l'accident ferroviaire de Mias. On a pu, plutôt l'association, son président du coup qui est Fabien Bourgeonnier, a pu négocier en amont la prise en charge des frais de déplacement des victimes par rapport au procès pour que ce soit remboursé au fur et à mesure. Ça permet un peu, parce que c'est compliqué de débourser des sommes assez conséquentes pour se déplacer au procès sans qu'il y ait de remboursement immédiat. De base, il y a un remboursement, mais il se fait un peu à long terme, donc il a pu négocier un remboursement plus rapide qui se faisait progressivement. Finalement, vous allez vous retrouver sur des temps, encore une fois, tellement sensibles. Vous allez créer des liens très forts avec les gens qui vous entourent. Et ces liens, ils vont être essentiels pour arriver à tenir dans le temps. Parce que le temps
de la justice n'est pas le nôtre. Là, on a parlé du procès, mais je pense que ça peut peut-être se juxtaposer à tous les différents temps judiciaires. Ça peut sûrement aussi s'appliquer à l'expertise médicale, parce qu'en effet, toutes les victimes sont confrontées à passer une expertise médicale un jour. On ne sait pas comment ça se passe quand on n'a pas l'habitude, c'est comme pour le procès. Et finalement, se retrouver en association, ça permet aussi d'échanger avec d'autres victimes, ça permet d'ouvrir son cercle, de rencontrer peut-être d'autres associations, et du coup de pouvoir échanger sur la procédure, comment ça se passe, quels sont, entre guillemets, les pièges, quelles sont les choses sur lesquelles il faut être vigilant, se préparer mentalement pour que toutes ces étapes soient les mieux vécues possibles par les victimes. Oui, tout à fait. De toute façon, on a aussi l'habitude, comme tu l'as bien cité, de mettre en contact différentes associations de drames qui sont un peu similaires pour qu'ils puissent un peu voir comment la première association comment elle a traversé certaines étapes, comment elle a pu appréhender certaines choses et voir ce qui peut être retenu de positif ou négatif, même pour ne pas répéter peut-être les mêmes erreurs. Mais du coup, oui, ça permet d'entrer en relation avec d'autres victimes de drames similaires, d'autres associations, et d'échanger un peu sur les expériences de chacune et de retenir les points positifs ou les points négatifs à améliorer. Il y a un autre élément qui est extrêmement important aux yeux des victimes, c'est les commémorations. Le fait de se réunir en association, qu'est-ce que ça apporte pour le temps des commémorations ? Il n'y a rien de pire que pour nous que les nôtres tombent dans l'oubli. Et donc pour ce faire, nous organisons des commémorations, des temps de recueillement où nous avons une pensée particulière pour l'accident, l'attentat, mais aussi pour qu'on ne les oublie pas. Ces temps de commémoration sont aussi l'occasion de reparler des drames que nous avons connus, de médiatiser aussi parfois les difficultés que nous pouvons rencontrer. Les temps médiatiques sont très courts au fur et à mesure des années et parfois sont des leviers, des tristes leviers pour nous. Qui nous permettent de relayer pour le coup nos difficultés. On l'a vu, l'association de Drop s'est saisie des 10 ans du drame pour rappeler à quel point elle attendait l'organisation de leur procès. Et les 10 ans étaient un temps fort pour rendre hommage aux leurs, mais aussi pour rappeler au pouvoir public qu'il était temps là d'organiser un procès. Le regroupement en association a un impact sur toute la partie institutionnelle. Oui, tout à fait, ça permet d'identifier un interlocuteur qui est, encore une fois, généralement le président de l'association. Et quand il y a, par exemple, des CLAV, des comités locaux d'aide aux victimes qui sont mis en place, le président, il est généralement invité. Ça permet de faire le point sur le drame, de voir quelles sont les questions persistantes, quelles sont les préoccupations des victimes, et de pouvoir communiquer ces préoccupations-là au pouvoir institutionnel. Donc c'est important, encore une fois, de se regrouper, ne serait-ce que pour cette représentation-là. Une fois qu'on a été confronté aux médias, aux procès, aux commémorations, aux institutions, une fois que le procès, si jamais il y a eu un procès, est terminé, qu'est-ce qui se passe par la suite pour les associations ? Est-ce qu'il y a des associations qui s'impliquent dans certains sujets pour continuer à rester actifs? Je pense peut-être notamment à de la prévention. Alors ça dépend encore une fois du choix et de l'orientation de l'association en tant que telle, et aussi du ressenti des victimes et de leur projection, si j'ose dire. Mais il y en a, ils choisissent tout simplement de se dissoudre, et ça se respecte comme choix, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ça a été le cas, par exemple, de l'association par rapport à l'attentat de Barcelone qui a eu lieu en 2017. Et il y a d'autres qui, comme tu l'as bien dit, qui choisissent un peu de s'investir dans des actions plus préventives, que ce soit par exemple par rapport à tout ce qui est bâtimentaire, par rapport aux incendies, explosions, mais aussi peut-être par rapport à tout ce qui est accident de la route, tout ce qui peut être mis en place pour prévenir ce type de drame, qui sont vraiment dans l'optique de ça leur est arrivé, du coup ils veulent pas forcément que ça arrive à quelqu'un d'autre, ils veulent qu'il y ait
une certaine leçon retenue par rapport à tout ça. Donc oui, il y en a qui s'investissent dans ce type d'action. Pour les victimes, la prévention, c'est le plus jamais ça. Voilà. C'est important de se dire que oui, j'ai connu un drame, c'est affreux, mais en même temps, je le souhaite à personne. Et comment je fais pour que personne d'autre ne soit confronté à ce type de situation ? On intervient pour porter la parole des victimes et de leurs difficultés, de manière à ce que les gens qui sont sur le terrain et qui vont être les primo-intervenants puissent mieux accompagner dès le départ les victimes. Personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, vous allez tous faire vos courses, prenez tous le train. Ça nous est tous arrivé d'aller à un concert ou à un spectacle. Et donc, ça veut dire que potentiellement, tous un jour, on peut être concernés. Alors, je souhaite à personne. Et c'est pourquoi la FENVAC s'engage depuis 30 ans. Voilà, c'est important de vous faire comprendre, de faire comprendre à toutes les personnes qui nous entourent que tout le monde peut être à un moment donné concerné. Et alors, concrètement, comment on crée une association ? Alors, généralement, par exemple, quand il y a un drame qui vient de se produire, nous, en tant que FENVAC, on se rapproche des victimes identifiées, on leur parle de l'importance de se regrouper en association, et si elles le souhaitent, du coup, on met en place une sorte de réunion où déjà on les présente les unes aux autres, parce que généralement c'est des victimes qui se connaissent pas forcément, à part si par exemple si c'est un incendie et que ça a impacté un même immeuble, bon, il y a des voisins qui se connaissent, et même ça ça dépend, mais du coup on met en place une réunion pour qu'ils puissent déjà se rencontrer, voir quelles sont leurs visées par rapport à cette association, parce que faut savoir que bien sûr toute décision prise reste vraiment une décision libre et éclairée de la part de l'association. On les guide pas par rapport aux décisions, c'est ce que je veux quand même préciser. Et donc, une fois qu'elles sont réunies, une fois qu'on a mis en place cela, on met en place ce qu'on appelle une assemblée générale constitutive. C'est une sorte du coup de regroupement, encore une fois, de réunion où on parle des statuts qui sont généralement écrits en amont, mais on les revoit, on les révise article par article, on voit que tout le monde est d'accord avec ce qui est mis en place. On parle aussi des différentes fonctions qui seront prises par les différentes personnes qui vont vraiment s'investir un peu plus par rapport au bureau, par rapport au conseil d'administration. Donc ça permet un peu d'encadrer tout ça. Et une fois l'Assemblée générale constitutive mise en place, il y a un PV qui est du coup un procès-verbal qui est rédigé. S'ensuit directement un premier conseil d'administration pour la prise de décision, les premières décisions. Généralement, la prise de décision, c'est par exemple l'ouverture d'un compte bancaire, la demande de mise en place d'un CLAF, si elles le souhaitent, les victimes. Donc, c'est vraiment les premières décisions qu'elles vont prendre. Et une fois que tout ça est mis en place, on fait ce qu'on appelle une déclaration de l'association pour qu'elle puisse être vraiment reconnue juridiquement. Cette déclaration, elle se fait soit en ligne via un site téléservice, voilà, c'est pas très compliqué. On accompagne aussi dans cette déclaration s'il y a un besoin. Ou elle se fait de manière un peu plus classique. C'est au greffe des associations du siège de l'association. Pour Paris, par exemple, c'est la préfecture de Paris. Donc on leur envoie les différents documents, c'est des CERFA de déclaration d'association, le CERFA aussi de déclaration des différentes personnes dirigeantes. Honnêtement, c'est pas très compliqué, et nous avec tout le travail qui est déjà fourni par rapport à ça, on les accompagne de A à Z, il y a aucun souci. On peut même leur envoyer au préalable des exemples de statuts desquels ils peuvent s'inspirer. Vraiment, c'est un accompagnement au fur et à mesure. Après, une fois la déclaration faite, ils reçoivent un récépissé qui normalement est reçu après 5 jours. C'est pas un délai très long. Après, encore une fois, ça dépend de la position de l'association. Si elle souhaite, et généralement c'est le cas en soi, et c'est ce qu'on leur conseille aussi, se constituer partie civile, va falloir demander ce qu'on appelle un agrément auprès du ministère de la Justice. Donc on les accompagne aussi par rapport à ça. Il y a différents documents à avoir, et aussi généralement elles se font représenter par un avocat
qui est soit un avocat que la FENVAC connaît déjà parce qu'elle a l'habitude de travailler avec lui sur différents dossiers, soit un avocat qu'elle choisisse elle-même. En tout cas, il n'y a aucun intérêt de la FENVAC par rapport à ça. C'est juste que les avocats conseillers sont généralement des avocats avec qui on a l'habitude de travailler, qui connaissent très bien leur domaine. Donc voilà, c'est à peu près la procédure en soi. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.